Une serveuse payée au SMIC noyée sous les dettes versait du café à un homme dont le costume valait plus cher que sa voiture. Il griffonnait un accord de plusieurs milliards d'euros sur une serviette en papier graisseuse. Et il venait de commettre une erreur catastrophique. Elle avait une seconde pour décider rester silencieuse et invisible ou risquer son emploi en corrigeant l'un des hommes les plus puissants du pays. Cette décision, ce minuscule instant de courage allait pulvériser son monde. Avant même la fin de son service, elle serait arrachée à la brasserie et propulsée au cœur d'une guerre financière où la seule personne en qui elle pourrait avoir confiance, c'était elle-même. L'odeur de café rassis et de graisse chaude était le parfum de la vie de Rose Bernier. Il imprégnait ses cheveux, son uniforme en polyester bon marché et jusque dans ses poumons. À 26 ans, elle était la gardienne attitrée des menus collants et des cafés tièdes de la brasserie du coin, un établissement que le temps avait oublié et que les normes d'hygiène avaient renoncé à sauver. Chaque service n'était qu'un flou de pieds endoloris et de clients impatients. Mais ce mardi était différent. Ce mardi, les nuages sombres de sa vie se rassemblaient pour devenir un véritable ouragan. Une pile d'enveloppes rouge vif l'attendait sur le comptoir de sa cuisine, chacune hurlant « dernier avis ». Sa mère Marie dormait dans la pièce voisine. La montagne de boîtes de médicaments sur sa table de chevet témoignait d'un corps qui lâchait et d'un système d'assurance brisé. Rose n'était pas seulement fauchée, il lui suffisait d'un seul service manqué pour se noyer définitivement. C'est alors qu'il entra. Il n'avait rien à faire là. L'homme portait un costume gris, anthracite, sur mesure qui valait probablement plus que les 3 derniers mois de loyer de Rose. Il était suivi d'un autre homme plus jeune, plus lisse, vêtu d'un costume qui en faisait un peu trop. Ils s'installèrent dans la banquette numéro 4, celle dont le sky était fissuré, et la table bancale. Le plus âgé qui dégageait une énergie comprimée et une impatience absolue s'appelait Alexandre Delmas. Rose ne connaissait pas son nom, mais elle reconnaissait son visage, elle l'avait vu des dizaines de fois sur la couverture de Forbes au supermarché. L'homme qui possédait la moitié de la ligne d'horizon parisienne. Le plus jeune Gabin Rivière respirait une nervosité sournoise, presque fuyante. « Juste un café », serré grommela Delmas sans lever les yeux. Il sortit un stylo de sa veste et commença à griffonner des chiffres sur une serviette. « Et pour vous, monsieur ?» demanda Rose à Gabinge. Gabin la détailla d'un regard qui glissa sur son uniforme avec un sourire méprisant. « La même chose. Et vite. » Rose apporta les cafés la main étonnamment stable, malgré l'épuisement qui la traversait. En posant les tasses, elle ne put s'empêcher de jeter un œil à la serviette. Ce n'était là pas de simples chiffres. C'était une équation, une évaluation. Éco-cible mid-cap, revenu annuel 5,2. Dette totale, 0,80. Valeur finale, EV. Elle le vit instantanément. Le reste de la brasserie disparut. Le grésillement de la plancha, le tintement des assiettes, tout s'effaça. Il n'y avait plus que l'équation. Et elle était fausse. Horriblement, fondamentalement fausse. Elle le savait, parce que dans une autre vie, avant que sa mère ne tombe malade, elle était à 2 semestres d'obtenir un diplôme en mathématiques financières. Elle n'était pas qu'une serveuse. Elle était un esprit brillant, emprisonné dans un uniforme en polyester. Alexandre Delmas calculait une valeur d'entreprise. Mais sa formule était absurde. En divisant la dette par 0,80, il en augmentait l'impact négatif de 20%, la traitant comme une dette ajustée au risque, alors qu'elle aurait simplement dû être soustraite de la valeur de l'entreprise. Il était en train de sous-évaluer sa cible d'acquisition de... Rose fit un calcul mental rapide, de centaines de millions d'euros. Gabin Rivière, le second au regard sournois, se penchait déjà vers Delmas. Comme vous pouvez le voir, monsieur Delmas, les chiffres ne justifient pas l'acquisition. Le poids de la dette est trop toxique. Delmas grogna sans lever les yeux.
Il était sur le point d'abandonner un accord de plusieurs milliards d'euros à cause d'une erreur mathématique catastrophique. Rose se figea. Ce n'était pas son affaire. Son travail consistait à remplir les tasses, sourire, encaisser quelques pièces. Si elle parlait, elle serait virée ridiculisée, humiliée. Elle pensa aux enveloppes rouges, à la pâleur du visage endormi de sa mère. Qu'avait-elle encore à perdre? Sa dignité. Elle l'avait sacrifiée depuis longtemps, payée en centimes et en dîners brûlés. Elle inspira. « Excusez-moi, monsieur. » Delmas. Gabin tourna vivement la tête. « Nous sommes en réunion, allez-vous-en. » Delmas ne leva pas les yeux. Son stylo resta suspendu. « Quoi, j'ai dit, excusez-moi » répéta Rose, la voix tremblante mais claire. « Je n'ai pas pu m'empêcher de voir votre serviette. » Gabin ricana. « Vous êtes sérieuse? Passez votre chemin. » « Votre calcul est faux, » dit Rose. Les mots sortirent d'un seul coup. Le stylo de Delmas s'arrêta. Lentement, très lentement, il leva la tête. Ses yeux couleur d'océan d'hiver la transpercèrent. « Qu'est-ce que vous venez de dire? » La brasserie devint silencieuse. Même le cuisinier avait arrêté de retourner les œufs. « Votre équation, » dit Rose, en désignant la serviette du doigt, bien qu'il tremblât. « Vous calculez la valeur d'entreprise. Vous soustrayez la dette, ce qui est juste, mais vous la divisez par 0,80. Vous gonflez artificiellement le poids de la dette. Vous devriez soustraire directement la valeur comptable de la dette de la valeur des capitaux propres. Ou si vous essayez d'appliquer un coefficient de risque, vous devriez l'appliquer au multiple de revenus, pas à la dette elle-même. Tel que vous l'avez écrit, vous êtes en train de vous dire que cette entreprise vaut environ 30% de moins que sa véritable valeur. Vous êtes sur le point de laisser passer une occasion en or à cause d'une virgule mal placée et d'un opérateur erroné. Le visage de Gabin Rivière passa de la suffisance au violet apoplectique. « Comment osez-vous, monsieur Delmas? »« Je vais faire renvoyer cette personne immédiatement. » Rose se prépara à l'explosion. Elle s'attendait à être jetée dehors à devenir la risée de la brasserie. Mais Alexandre Delmas ne riait pas. Il ne criait pas. Il se contentait de regarder. Il regardait la serviette. Il regardait Rose. Un long silence terrifiant s'étira. Finalement, il prononça 2 mots à l'adresse de Gabin. « Elle a raison, Gabin, » balbutia. « Eh bien, monsieur, c'est un modèle complexe. Ce n'est pas aussi simple que « Est-ce qu'elle a raison ?» La voix de Delmas était une lame. Gabin pâlit. Il fut incapable de répondre. Delmas tourna de nouveau son regard glacé vers Rose. Elle le soutint, le cœur battant si fort que cela lui faisait mal. Il repoussa brusquement sa chaise, le grincement résonnant dans toute la brasserie. Il se leva de toute sa hauteur. Un titan dans un petit café usé. Il sortit son portefeuille, jeta un billet de 100 € sur la table et regarda Rose. « Comment vous appelez-vous, Rose? »« Rose Bernier. »« Rose Bernier, » répéta-t-il, comme pour peser chaque syllabe. Il regarda son tablier taché, ses chaussures usées, puis de nouveau ses yeux vifs et intelligents. « Prenez votre manteau. Vous venez avec moi. » L'esprit de Rose n'était plus qu'un vide hurlant. « Monsieur, j'ai encore mon service. » « Votre serveuse vient de démissionner, » tonna Alexandre Delmas en direction de la cuisine, faisant sursauter le cuisinier. « Et elle ne peut pas juste, » commença ce dernier. Mais Delmas était déjà en mouvement. « Gabin attend dans la voiture, » ordonna-t-il. Gabin, totalement humilié, se précipita vers la sortie. Delmas se tourna vers Rose. « Votre manteau. Maintenant. » Rose bougeait, avant même d'avoir pleinement pris conscience de sa décision. Elle arracha son tablier, le jeta sur le comptoir, attrapa sa veste légère, accrochée au mur, et quitta la brasserie du coin. Elle ne se retourna pas.
Une berline noire rutilante l'attendait au bord du trottoir moteur tournant. Gabin était assis à l'avant, raide comme un piquet. Delmas ouvrit la porte arrière pour Rose. Elle s'assit sur un cuir si souple qu'il donnait l'impression de couler sous elle. La porte se referma avec le bruit sourd et précis d'un coffre-fort. Le trajet se déroula dans un silence total. Rose sentait le regard furieux et dérouté de Gabin dans le rétroviseur. Alexandre Delmas lui fixait simplement la vitre, son téléphone vibrant sans cesse. Il l'ignorait. Rose baissa les yeux vers ses mains, qui sentaient encore légèrement l'eau de javel et les oignons. Elle était dans une voiture à plus de 100 000 €, en portant des baskets à 15 €. C'était le moment le plus irréel de sa vie. Ils ne se rendirent pas dans un nouveau restaurant. Ils prirent la direction de Paris, enfonçant la voiture toujours plus loin dans le canyon de verre et d'acier du quartier d'affaires de la Défense. La voiture entra dans un parking souterrain privé et s'arrêta sur une place réservée, marquée AD. Par ici dit Delmas. Ils contournèrent le hall principal et prirent un ascenseur privé, nécessitant l'empreinte de Delmas. La cabine montait avec une vitesse silencieuse et inquiétante. Les oreilles de Rose se bouchèrent. L'affichage ne montrait pas des numéros d'étage, seulement un mot « Pentouse ». Les portes s'ouvrirent. Rose fit un pas et en oublia de respirer. Elle n'était pas dans un simple bureau. Elle était dans le ciel. La pièce était un vaste espace de verre, offrant une vue à 180 degrés sur la ville qu'elle n'avait jusque-là contemplée qu'au niveau du trottoir. Le mobilier était minimaliste, luxueux tranchant. « Asseyez-vous », ordonna Delmas en désignant une chaise simple, mais manifestement hors de prix, en face de son immense bureau de pierre. Rose s'assit. Gabin resta debout, près de la porte, ombre boudeuse. Delmas fit le tour de son bureau et prit place. Il croisa les doigts et la fixa. Le silence de la voiture était revenu, mais ici, il était plus lourd encore. « Vous avez un diplôme en finance », constata-t-il. Ce n'était pas une question. « Non, monsieur. J'ai abandonné à 2 semestres de la fin. Ma mère est tombée malade. Et donc, vous servez des tables en gaspillant ce cerveau sur des commandes de crêpes, dit-il en se penchant légèrement vers elle. Il se pencha davantage. « Rose Bernier, je vais vous poser une question. Et je veux que vous réfléchissiez très attentivement. Ce calcul sur la serviette, pourquoi Gabin Rivière, mon directeur des acquisitions, insistait-il pour que je l'accepte? » Le sang de Rose se glaça. C'était un test bien plus difficile. Il a peut-être simplement fait une erreur de bonne foi, balbutia-t-elle. Je ne le paie pas 800 000 € par an pour faire des erreurs de bonne foi qui me coûtent un demi-milliard d'euros, dit Delmas, sa voix baissant d'un ton. Réessayez. Rose regarda Gabin qui transpirait désormais. Elle regarda de nouveau Delmas. Elle n'avait plus rien à perdre. Il ne lui restait que la vérité. Ce n'était pas une erreur, dit-elle, calmement. Il mentait. Il savait que la formule était fausse. Il vous fournissait délibérément une évaluation biaisée pour vous dégoûter de l'opération. Il voulait que vous renonciez. Gabin explosa. C'est une accusation scandaleuse. Monsieur Delmas, c'est insensé. Vous allez croire la parole d'une serveuse plutôt que la mienne. Tais-toi, Gabin, dit Delmas sans détourner les yeux de Rose. Continue. Il était méprisant, expliqua Rose, la scène se rejouant dans son esprit. Quand je vous ai corrigé, il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air furieux, coupable. Il savait déjà que les chiffres étaient faux. Il ne s'attendait simplement pas à ce que quelqu'un d'autre le voie. Delmas hocha lentement la tête. Et pourquoi ferait-il cela? Pourquoi mon directeur des acquisitions voudrait-il me pousser à saboter l'opération la plus importante de l'année? Votre rival dirose les pièces du puzzle, s'imbriquant enfin. Conrad Dupont. Il dirige Dupont Industries.
C'est le seul autre acteur assez puissant pour enchérir sur cette société technologique mid-cap. Si Gabin vous fait renoncer, Dupont récupère l'entreprise pour une bouchée de pain. Peut-être que Gabin ne travaille pas seulement pour vous. Un sourire lent et glacial s'étira sur le visage d'Alexandre Delmas. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un prédateur qui venait d'apercevoir sa proie. « Gabin, dit-il. »« Monsieur, murmura Gabin livide, vous êtes renvoyé. Quittez immédiatement les lieux. Vos accès de sécurité sont désactivés. Vos actifs seront gelés avant même que vous n'atteigniez le hall. Si vous contactez qui que ce soit chez Dupont, je m'assurerai personnellement que vous finissiez en prison pour espionnage industriel. » « Est-ce clair, Alexandre, s'il vous plaît » supplia Gabin, son univers s'effondrant. « Dehors » rugit Delmas. Gabin sursauta, comme frappé se retourna et s'enfuit. Rose resta assise, le cœur sur le point d'exploser. Elle venait de détruire la carrière d'un homme. Delmas se tourna vers elle. La colère avait disparu, remplacée par la même concentration froide et calculatrice. « Félicitations, mademoiselle Bernier. Vous venez de réussir le véritable test. » 1. Test, la serviette. L'équation. Ce n'était pas mon calcul. C'était celui de Gabin, expliqua Delmas. Il me fournissait de fausses données depuis 1 mois. Je savais que quelque chose clochait, mais je ne pouvais pas le prouver. Je le laissais croire qu'il gagnait en attendant qu'il devienne négligent. Aujourd'hui, il l'a été. Et vous avez été le signe noir qu'il n'avait jamais vu venir. Il s'adossa à son siège. J'ai un problème, Rose. Gabin n'était qu'un symptôme. Mon entreprise fuit. Il y a une taupe. Quelqu'un de haut placé transmet des informations à Conrad Dupont. Dupont a une longueur d'avance sur moi depuis 6 mois. Il anticipe chacun de mes mouvements. Il sait quand j'achète, quand je vends, qui je rencontre. Gabin n'était qu'un pion, pas le joueur principal. Il se leva et marcha jusqu'à la vitre, contemplant Paris en contrebas. Je vous offre un poste, pas comme analyste, pas comme stagiaire. Je crée un poste spécialement pour vous. Vous serez consultante spéciale, rattachée directement à mon bureau. Vous aurez un accès illimité. Votre mission sera de faire exactement ce que vous avez fait dans cette brasserie. Observer, identifier les schémas, trouver la fuite. Mais je suis une serveuse, murmura Rose submergée. Vous étiez une serveuse, la corrigea Delmas. Maintenant, vous êtes la seule personne dans ce bâtiment en qui j'ai confiance. Parce que je viens de vous acheter et vous êtes trop intelligente pour être autre chose que loyale. Il continua. Votre salaire de départ sera de 300 000 € par an, plus une prime de signature pour régler la situation de votre mère. Vous commencez immédiatement. Rose le fixa. Ce n'était pas un rêve. Trop froid, trop précis, trop réel. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, mademoiselle Bernier. Rose pensa aux enveloppes rouges, aux médicaments qu'elle ne pouvait pas payer, à l'esprit brillant qu'elle avait laissé s'atrophier. Oui, dit-elle la voix ferme pour la première fois. Oui, monsieur Delmas, je le ferai. Parfait, répondit-il. Il appuya sur un bouton de son interphone. Lorraine, venez, s'il vous plaît, et envoyez quelqu'un des ressources humaines. Nous avons une nouvelle recrue au niveau exécutif. Les 48 heures suivantes furent une renaissance brutale et désorientante. Rose fut prise en charge par un service RH sous le choc doté d'un badge ouvrant presque toutes les portes et d'une carte bancaire professionnelle avec l'instruction d'acheter des vêtements qui ne sentent plus la graisse de cuisine. Un chèque comportant un nombre de zéros ahurissant fut envoyé à son appartement. Rose passa 2 heures au téléphone avec l'hôpital de sa mère et ses créanciers. Lorsqu'on lui demanda « Comment allez-vous régler ?», elle répondit « En totalité ». La vague de soulagement fut si profonde qu'elle en eut la nausée.
Puis elle fut jetée dans le grand bain. Son nouveau bureau était un cube de verre, juste devant celui de Delmas, un emplacement de haute visibilité. Tous ceux qui la voyaient, et tout le monde la voyait, la dévisageaient. Ils voyaient la serveuse de la brasserie, celle qui était entrée avec Gabin Rivière et sortie avec son poste. Elle était une curiosité, un fantôme, une menace. La première personne à la saluer officiellement fut celle que Delmas avait appelée par interphone Lorraine Dupont. Lorraine était l'assistante de direction de Delmas, mais ce titre était un euphémisme. Elle approchait la soixantaine impeccablement habillée au service de Delmas depuis plus de 20 ans. Elle était la gardienne, la mémoire vivante, la personne qui savait tout avant tout le monde. Rien ne se passait sans que Lorraine le sache. « Rose, ma chère », dit Lorraine en s'approchant de son bureau avec un sourire maternel et chaleureux. « Bienvenue chez Delmas Holdings. Tout est allé si vite, n'est-ce pas? » Alexandre peut être impulsif. C'est beaucoup à encaisser, admit Rose, en serrant son nouveau badge d'identification encore rigide et stérile. Eh bien, dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Café fourniture, accès à un dossier. Je suis là pour vous aider. C'est un peu différent de, vous savez, la brasserie du coin. Son sourire était parfait, mais ses yeux étaient analytiques. Elle jaugeait Rose. Merci, Madame Dupont. Lorraine, voyons. Nous sommes tous une équipe ici, répondit-elle. Rose comprit rapidement que l'équipe était divisée en factions. Il y avait les anciens, comme Lorraine, qui étaient avec Delmas depuis le début. Il y avait les requins, comme Gabin de jeunes diplômés d'écoles de commerce ambitieuses, qui tournaient en rond, en flairant l'odeur du sang. Et puis, il y avait Rose. Catégorie inconnue. Les instructions de Delmas étaient de simples trouver la fuite. Il lui donna un seul dossier pour commencer Projet Trident. C'était l'acquisition que Gabin avait tenté de saboter. Gabin n'était qu'un symptôme, lui dit Delmas, lors d'un briefing à 7 heures du matin. Mais la maladie est ici à l'intérieur. Il recevait ces informations de quelqu'un d'autre. Trident est notre opération la plus sensible. Si Dupont apprend les détails, il peut nous ruiner. Découvre comment il sait. Rose se lança. Elle n'était pas une cadre dirigeante. Elle était une serveuse. Alors, elle agit comme une serveuse. Les serveuses ne font pas que prendre des commandes. Elles observent. Elles savent d'un qui est un habitué qui est à un premier rendez-vous, qui est un mauvais pourboire qui ment à son conjoint. Elles voient les détails que tout le monde ignore. Rose ne se contenta pas de lire les dossiers. Elle observa les gens. Elle s'assit dans le salon exécutif, soi-disant pour lire des rapports, mais en réalité pour écouter. Elle regardait qui déjeunait avec qui. Elle remarquait les analystes trop amicaux avec l'équipe informatique. Elle observait les hiérarchies invisibles. Et elle s'enfonça dans les données. Les dossiers du projet Trident étaient une forteresse de cryptage. Mais elle possédait la clé maîtresse. Elle passa 12 heures par jour à tracer les journaux d'accès qui avaient consulté les fichiers d'évaluation quand d'où elle repéra un schéma. Gabin Rivière y avait accédé évidemment. 3 analystes aussi. Et Lorraine Dupont. Cela surprit Rose. Pourquoi une assistante exécutive aurait-elle besoin d'accéder à la modélisation financière la plus profonde? Elle vérifia les journaux à nouveau. Lorraine n'avait pas seulement consulté les fichiers. Elle avait téléchargé tout le dossier d'évaluation sur un serveur local protégé par pare-feu prétendument pour préparer un déplacement de M. Delmas. Et cela avait eu lieu 3 jours avant la scène catastrophique de la serviette. Un frisson parcourut Rose. Elle décida de faire un petit test. Elle se rendit au bureau de Lorraine, adoptant l'air désordonné et nerveux d'une nouvelle complètement dépassée. « Lorraine, je suis vraiment désolé de vous déranger. »« Je suis complètement perdu, » dit Rose en ajoutant volontairement un léger tremblement à sa voix.
J'essaie de trouver les manifestes de voyage pour le déplacement de M. Delmas à Zurich le mois dernier. Je dois recouper ces réunions pour la chronologie de Trident. Lorraine lui offrit son sourire doux et patient. « Oh, ma chère, ne vous inquiétez pas. Ils sont sur le lecteur T dans Logistique exécutive. Mais c'est un peu en désordre. Attendez, je vais vous le sortir. » « Vous me sauvez la vie, » dit Rose, faussement reconnaissante. « Ce n'est rien. »« Il faut bien commencer quelque part, » répondit Lorraine, ses doigts glissant rapidement sur le clavier, ses yeux allant de l'écran à Rose. « Voilà, je vous ai envoyé un lien dans votre boîte mail. »« Merci. » Rose retourna à son bureau, le cœur battant à tout rompre. Lorraine avait été trop serviable. Rose n'avait pas eu besoin du fichier. Elle y avait déjà accès. Elle testait simplement la réaction de Lorraine. Une assistante protectrice aurait dit « Je m'en occupe quand j'ai le temps » ou bien « Vous devriez déjà avoir accès à cela ». Mais Lorraine, elle avait été presque pressée d'aider trop pressée, de montrer son indispensabilité ou de voir exactement ce que la petite nouvelle cherchait. Elle s'affirmait comme le centre névralgique de l'information. Rose retourna dans les journaux. Elle commença à examiner ce qui gravitait autour du projet Trident, dossiers téléphoniques, accès aux véhicules de fonction reçus de traiteurs pour des réunions confidentielles. C'était du travail de serveuse. C'était suivre qui avait commandé l'accompagnement salade. Et elle repéra un deuxième schéma beaucoup plus inquiétant. Au cours des 6 derniers mois, il y avait eu 5 réunions hautement sensibles, 5 opérations importantes. Et à chaque fois, elles avaient été volées par Conrad Dupont. Chaque fois, la réunion avait été organisée par Delmas Holdings. Chaque fois, le lieu était une installation sécurisée hors site. Et chaque fois, moins d'1 heure avant la réunion. Lorraine Dupont avait passé une commande traiteur au même restaurant haut de gamme pour livraison sur place. En soi, cela aurait pu être normal. Mais Rose creusa davantage. Elle appela l'Améris, se faisant passer pour la nouvelle assistante de Lorraine afin de clarifier une facture. Elle obtint le responsable du service traiteur au téléphone. « Bonjour, je vérifie simplement la facture. Du 14, dit Rose. Il est juste indiqué « assortiment exécutif ». Pouvez-vous me dire quel livreur s'en est occupé? Nous avons eu un souci avec un article manquant. Le responsable grogna. « Attendez. » Le 14. On entendit le bruit de papier qu'on feuillette. Oui, le livreur c'était Dupont. Le même que d'habitude. Un parent du propriétaire, je crois. Il ne fait que vos livraisons pour Delmas Holdings. Demande spéciale. Le sang de Rose se glaça. Dupont. Lorraine ne se contentait pas de télécharger des fichiers. Elle utilisait une commande traiteur d'un restaurant appartenant à la famille de Conrad Dupont, comme boîte morte, un moyen discret de confirmer l'heure et le lieu des réunions les plus secrètes de Delmas, directement à un livreur lié à l'entreprise rivale. Gabin n'était pas la taupe. Il n'était qu'un leurre. Le véritable serpent se tenait juste devant la porte du bureau d'Alexandre Delmas, souriant à tout le monde. Rose avait désormais une cible. Mais ses preuves étaient minces, un simple reçu de traiteur et un nom suspect. Si elle allait voir Delmas maintenant, Lorraine, avec ses 20 années de loyauté apparente, la détruirait. Elle passerait pour la serveuse hystérique, dépassée paranoïaque, accusant la plus ancienne et la plus respectée employée de l'entreprise. Lorraine, elle avait senti le danger. L'attitude chaleureuse et maternelle avait disparu remplacée par une hostilité professionnelle subtile et glaciale. Une campagne de murmures commença. Quand Rose entrait dans le salon exécutif, les conversations s'interrompaient. Les gens lui offrirent des sourires forcés crispés. Un analyste à qui elle avait demandé des données devint soudain trop occupé. Une demande de réunion avec le chef du service informatique fut repoussée indéfiniment. Lorraine empoisonnait le terrain, dépeignant Rose comme une opportuniste, une arriviste ayant manipulé Delmas pour faire virer Gabin.
Elle l'isolait. Rose se retrouvait de nouveau dans la brasserie, sauf que cette fois, la mise était beaucoup plus haute. Elle était seule, encerclée par des requins. Elle avait besoin de quelque chose de concret, quelque chose que Lorraine ne pourrait pas nier. Elle décida d'utiliser encore une fois ses compétences de serveuse. Elle devait accéder physiquement à l'espace de Lorraine, mais le bureau de celle-ci était une forteresse d'efficacité, et Lorraine ne quittait presque jamais son siège. Alors Rose observa sa routine. 8h05, un café. 8h30, un briefing en marchant avec Delmas. 10h15, tous les jours comme une horloge. Lorraine se levait, lissait sa jupe et se rendait aux toilettes exécutives haut de gamme au bout du couloir. Elle y restait exactement 3 minutes. Rose avait 3 minutes. Elle avait besoin d'une diversion. Elle se rendit à la kitchenette et fit accidentellement tomber un sac entier de grains de café, torréfaction foncée sur le sol, juste devant la porte, bloquant le passage. « Oh non, quelle maladroite je suis !» lança-t-elle bruyamment, juste au moment où Lorraine se levait pour sa pause de 10h15. Plusieurs analystes grognèrent, mais Lorraine, toujours l'image même de la grâce, s'arrêta. « Rose, ma chère, quel désastre! Je vais appeler la maintenance. »« Non, non, je vais m'en occuper », insista Rose en s'agenouillant et en tentant frénétiquement de ramasser les grains qui roulaient partout, bloquant efficacement le couloir. « C'est juste que... ils se sont répandus partout. » Lorraine soupira, une lueur d'irritation véritable traversant son visage. Sa routine venait d'être perturbée. « Très bien, j'utiliserai les autres installations. » Elle fit volte-face et prit le long couloir vers les toilettes secondaires de l'autre côté de l'étage. Rose la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin du mur. Le chronomètre mental démarra. Le détour de Lorraine prendrait au moins 5 minutes. Rose abandonna sa corvée et fonça vers le bureau de Lorraine. Son cœur battait dans sa gorge. C'était le moment. Celui où elle pouvait obtenir la preuve, ou finir en prison pour intrusion. Elle glissa sur la chaise de Lorraine. L'ordinateur était verrouillé, évidemment. Elle inspecta le bureau parfaitement ordonné. Une photo de chat, un stylo en argent, un agenda en cuir. Elle ouvrit l'agenda. Tout y était noté dans une écriture élégante impeccable. 11h, appel du conseil. 12h, revue Trident. Déjeuner, la mairie. Les yeux de Rose se fixèrent sur cette dernière ligne. La mairie. Elle n'avait commandé aucun service traiteur aujourd'hui. C'était un déjeuner personnel. Rose vérifia sous le bureau. Un destructeur de documents haute sécurité. Un classeur verrouillé. Rien. 1 minute de passé. Elle revint à l'écran verrouillé. Quel était le mot de passe? Sa date de naissance, Alexandre, Adelmas trop simple. Son regard balaya de nouveau le bureau. La photo du chat, un persan blanc moelleux, portait un collier avec une petite plaque gravée. Elle plissa les yeux. Casper. Elle tapa. Casper 123. Accès refusé. Elle essaya Casper 01. Puis Casper. 2 minutes écoulées. C'était une erreur. Il fallait partir. Elle se leva précipitamment, mais son genou heurta un petit sac noir, accroché à un crochet sous le bureau presque invisible. Elle le tira. Un sac à main en cuir simple. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait les objets habituels. Un portefeuille, des clés, un rouge à lèvres et un deuxième téléphone. Un téléphone prépayé bon marché. Un burner phone. Le sang de Rose se figea. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. Le téléphone s'alluma. Aucun mot de passe. Elle ouvrit les messages. Il n'y avait qu'un seul contact C. L'historique était une longue traînée glaciale d'espionnage industriel. C. Besoin de l'évaluation finale de Trident avant la fin de journée. L. Il fait traîner. Il pousse pour une revue demain. C. Pas suffisant. Obtiens-la maintenant.
Le livreur sera à la mairie à 13 heures. Elle, j'y serai. Le message le plus récent envoyé ce matin même. C. La serveuse pose problème. Il lui a donné Trident. Que c'est-elle? Elle. Ce n'était qu'une gamine. Je m'occupe d'elle. Elle ne tiendra pas la semaine. C. Assure-toi que non. Rose entendit des pas dans le couloir. Elle remit le téléphone dans le sac, raccrocha, le sac au crochet, repoussa la chaise et sprinta vers son cube, se jetant immédiatement à genoux pour ramasser les grains de café, juste au moment où Lorraine tournait le coin, le visage figé dans son masque de politesse agacé. « Vous en êtes encore là, ma chère, » dit Lorraine en enjambant prudemment le désordre. « Vous devriez vraiment laisser la maintenance gérer ça. »« J'ai presque fini, » répondit Rose, la voix tremblante, la main serrant dans sa poche la forme dure du téléphone volé. Car elle ne l'avait pas remis, elle l'avait volé. Elle courut jusqu'aux toilettes, les mains tremblantes, au point de peiner à verrouiller la porte du box. Elle sortit le burner phone. Il semblait toxique. Elle avait les preuves, l'arme du crime, le smoking gun. Elle envoya immédiatement un message à sa mère. « Maman, je dois travailler très très tard. Ne t'inquiète pas, je t'aime. » Elle savait au fond d'elle qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Lorraine n'était pas Gabi. Elle était intelligente, enracinée, dangereuse. Rose retourna à son bureau, le téléphone lourd dans sa poche. Elle devait transmettre tout cela à Delmas. Mais comment Lorraine contrôlait toutes les entrées? Impossible d'entrer directement. Lorraine était déjà à son poste tapant furieusement. Elle n'avait pas remarqué le vol. Pas encore. Rose envoya un message à l'adresse e-mail personnelle de Delmas, une adresse qu'elle avait trouvée dans un dossier profond et dont elle savait que Lorraine ne surveillait pas la boîte. Objet urgent. Ne parlez pas. Lisez seulement. Corps du message. Monsieur Delmas. J'ai trouvé la taupe. C'est Lorraine. J'ai des preuves. Je ne peux pas venir dans votre bureau. Elle me surveille. Les photos ci-jointes viennent d'un téléphone prépayé dans son sac. Le contact C est Conrad Dupont. Elle rencontre un contact à la mairie à 13 heures aujourd'hui. Veuillez ne pas réagir. Nous devons la piéger. J'ai une idée. Si vous êtes d'accord, ne répondez pas. Faites juste sonner mon poste et demandez-moi un café. Serré. Ce sera le signal. Elle joignit les 3 photos des messages, puis envoya. Son corps tout entier tremblait. Elle fixa la porte du bureau de Delmas. Rien. 1 minute. 2 minutes. Lorraine parlait au téléphone de ton suave. Oui, bien sûr. Je vais programmer cela pour 15 heures. Puis le téléphone de Rose sonna. Un voyant rouge. L'interphone. La voix parfaitement calme d'Alexandre Delmas remplit son espace de travail. Rose, apportez-moi un café. Serré. Rose relâcha un souffle qu'elle retenait depuis 1 heure. Tout de suite, monsieur Delmas. Elle se leva. Lorraine la regarda un éclair. De quoi agacement soupçon. Puis elle se replongea dans son appel. Rose marcha jusqu'à la kitchenette exécutive, les jambes en coton. Elle servit un expresso. Ses mains, étonnamment, étaient maintenant stables. La peur avait disparu. Il ne restait qu'une lucidité froide, tranchante. Juste une commande comme les autres. Elle entra dans le bureau de Delmas. La porte se referma avec un déclic. Delmas, assis à son bureau, lisait un rapport. Il ne leva pas les yeux. « Posez-le sur la table, » dit-il, la voix plate. Rose posa la tasse. « Elle est avec moi depuis 22 ans, » dit-il enfin sans la regarder. Sa voix était basse, presque douloureuse. « Je sais, monsieur. Les messages sont clairs. C'est bien Dupont. Elle a été son agent tout ce temps. » Delmas leva enfin les yeux. La fureur glacée était revenue.
10 fois plus froide. Elle n'a pas seulement fuité, elle m'a trahi. Elle rencontre son contact à 13 heures, dit Rose. On peut envoyer la sécurité pour l'arrêter. Non, répondit Delmas, en se levant arpentant la baie vitrée. Une simple arrestation serait trop douce. C'est un serpent qui empoisonne mes sources depuis 2 décennies. Je ne vais pas seulement l'attraper. Je vais la briser et je vais briser Dupont avec elle. Il se tourna vers Rose. Vous nous avez menés jusque-là, Bernier. Quelle est votre idée? Comment on la piège? Rose inspira profondément. On la laisse aller au rendez-vous, mais on lui donne quelque chose à transmettre. Quelque chose de faux. Quelque chose sur lequel Dupont réagira immédiatement. Quelque chose qui le ruinera. Delmas s'arrêta net. Du poison. J'aime ça. Le projet Trident, dit Rose. C'est ce qu'ils veulent. Donnons-leur ce qu'ils croient vaillant à vouloir. Continue. Vous la faites venir. Vous lui dites que vous avez pris une décision finale. Vous liquidez tout le projet. Vous vendez les actifs à une société écran basée à Singapour, effective immédiatement. Vous devez avoir l'air paniqué. Les yeux de Delmas s'illuminèrent. Et quand Dupont recevra cette information confidentielle, il y croira, termina Rose. Il croira sa taupe. Il va shorter notre titre convaincu qu'il s'effondrera dès que la nouvelle de la liquidation sortira. Il va y mettre des millions, peut-être des milliards. Mais au lieu de ça, dit Delmas, un sourire prédateur aux lèvres à 14 heures. J'annoncerai que nous ne liquidons pas Trident. Nous doublons notre investissement grâce à une nouvelle subvention publique pour la transition écologique approuvée ce matin. L'action ne s'effondrera pas, murmura Rose, stupéfaite par l'ampleur de la contre-attaque. Elle va exploser. Il sera piégé, continua-t-elle. Il sera forcé de racheter ses positions à perte colossale. Ça ne va pas seulement lui faire mal. Ça peut le rayer de la carte. Ça va le rayer de la carte, confirma Delmas. C'est magnifique. Il regarda Rose avec un respect nouveau. Vous êtes implacable, Bernier. J'aime ça. On apprend beaucoup en servant des tables, monsieur. Le client n'a pas toujours raison. Delmas frappa violemment l'interphone. Lorraine dans mon bureau. Maintenant. Quelques secondes plus tard, Lorraine entra carnet en main. Oui, monsieur Delmas. Delmas joua parfaitement son rôle. Il marchait de long en large, frottant ses tempes l'air au bord de la rupture. C'est Trident, Lorraine. Un désastre. Les chiffres de Gabin, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. On perd de l'argent à un rythme astronomique. Je l'arrête. J'arrête tout le projet. Les yeux de Lorraine s'écarquillèrent, mais elle retrouva aussitôt son masque professionnel. Monsieur, cela me semble précipité. Le conseil, je me fiche du conseil, cracha Delmas. J'élimine la tumeur. J'ai trouvé un acheteur, une société écran à Singapour. Ils reprennent les actifs pour 50 centimes d'euros par euro. C'est fait. Je veux que vous rédigiez les notes. Confidentialité totale. Personne n'est informé avant mon annonce de 16 heures. Bien sûr, Alexandre, répondit-elle, sa voix douce comme de la soie. Mais dans ses yeux, une lueur affamée. Elle venait de recevoir son tir de grâce. Je m'en occupe personnellement. Très bien, c'est tout. Lorraine sortit et referma la porte. Delmas et Rose fixèrent un instant le panneau en bois. L'hameçon est posé, dit Delmas. Nous attendons que la ligne se tende, répondit Rose. À 12h45, Lorraine quitta son siège. Rose, ma chère, dit-elle d'un ton sucré, je sors pour un long déjeuner. Vous vous en sortirez bien ici, n'est-ce pas? Bien sûr, Lorraine, répondit Rose avec un petit sourire nerveux. Bon déjeuner. Lorraine attrapa son sac noir, celui dans lequel Rose avait trouvé le téléphone, désormais garni d'un nouveau burner piégé, et entra dans l'ascenseur. Dès que les portes se refermèrent, Delmas appela son chef de la sécurité. Elle bouge. Équipe A, suivez-la. Équipe B, au restaurant.
Je veux de la vidéo, du son et le visage de la personne qu'elle rencontre. Allez. L'heure suivante fut la plus longue de la vie de Rose. Elle et Delmas restèrent dans son bureau, les yeux rivés sur un flux muet et granuleux, provenant d'une caméra de surveillance au fond de la mairie. À 13h05, Lorraine entra. Elle s'installa dans une banquette isolée. À 13h07, un homme glissa dans le siège en face d'elle. Ce n'était pas un livreur. Il était impeccablement habillé. Delmas se pencha vers l'écran. « Je n'y crois pas. »« Qui est-ce » demanda Rose. « Ce n'est pas un simple contact, » murmura Delmas, le visage assombri. « C'est le fils de Conrad Dupont, le dauphin. » Le flux était silencieux, mais le langage corporel parlait pour eux. Lorraine parlait vite, penchée vers lui. Junior l'écoutait avec un air triomphant. Il hocha la tête, consulta son téléphone, tapa quelque chose, se leva, lui serra la main, puis partit. « Il passe les ordres, dit Delmas. L'appât est avalé. » Lorraine resta savourant un verre de vin avec une sérénité dégoûtante. « Elle fête ça, dit Rose écœurée. « Quelle fête, grogna Delmas. C'est le dernier bon repas de sa vie. » À 13h50, Lorraine revint au bureau, le visage lisse, tranquille, presque radieux. Elle s'assit comme si c'était un mardi ordinaire. À 14h, Delmas sortit de son bureau sans la regarder. Rose, salle du conseil. Maintenant, Rose le suivit. Toute l'équipe dirigeante était déjà là convoquée via un mail qui ne venait pas de Lorraine. Ils avaient l'air confus, tendus. À 14h05, l'interphone de Lorraine sonna sur son bureau. « Lorraine, apportez-moi les dossiers de liquidation de Trident en salle du conseil. » Rose l'observa. C'était le moment. Lorraine, persuadée qu'elle entrait pour assister à l'annonce de la mort du projet, prit le classeur et marcha vers la salle du conseil. Elle entra. La porte se referma derrière elle dans un clic sec. 2 agents de sécurité, jusque-là dissimulés dans une alcôve, se placèrent immédiatement devant l'entrée. Lorraine s'arrêta net. Son sourire vacilla. L'ambiance dans la pièce n'était pas funèbre. Elle était électrique. « Alexandre, qu'est-ce que c'est ?» Posez les dossiers sur la table. « Lorraine, » dit Delmas en s'éclaircissant la voix. Elle obéit. Delmas se tourna vers l'assemblée. « Mesdames et messieurs, j'ai une annonce majeure. À 9h ce matin, nous avons reçu l'approbation complète de l'État et une subvention de 2 milliards d'euros pour le projet Trident. Ce sera la plus grande opération rentable de l'histoire du groupe. Notre titre a déjà pris 15% en 10 minutes. » La salle éclata en applaudissements. Tous sauf Lorraine. Pendant une seconde, atrocement longue, son visage fut un masque de panique, pure une horreur nue. Elle comprit d'un seul coup qu'elle avait été piégée. « Mais, Alexandre, la liquidation, balbutia-t-elle. « Ah, la liquidation, répéta Delmas en avançant lentement vers elle. Il n'y en a aucune. Il y avait un projet spécial. Pour vous. » Il se tourna vers l'écran géant. « Lancez la vidéo. » La salle du conseil se figea devant les images provenant de la mairie Lorraine, rencontrant Junior Dupont, discutant souriant, pendant qu'il lançait ses ordres de marché. À 13h08 aujourd'hui, tonna Delmas Conrad Dupont, agissant sur des informations falsifiées, fournies par Madame Petty, a initié une position short massive contre Delmas Group. À l'heure actuelle, il consulta sa montre. Zachobalissa. Il a perdu environ 4,8 milliards d'euros. Pour toute fin pratique, il est ruiné. Lorraine haletait à la limite de l'évanouissement. « Alexandre, je peux expliquer. C'était une erreur. » 22 ans, dit Delmas d'une voix basse, ce qui était plus terrifiant que ses éclats de colère. 22 ans à m'accompagner, à organiser mon agenda, à me servir mon café, et pendant tout ce temps, tu me saignais pour lui.
Il m'avait promis, bredouilla Lorraine, se disloquant sous leurs yeux. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Demanda Delmas. L'argent. Un poste. Il m'a promis la justice, hurla-t-elle soudain. Son masque de secrétaire poli s'effondra complètement, laissant paraître une haine brute tordue. Le silence de la salle devint total. La justice, répéta Delmas. Mon nom n'est pas Petty, cracha-t-elle. Je suis Lorraine Dupont. Rose sursauta. Conrad est mon frère, continua-t-elle l'œil fou. Il y a 25 ans, tu nous connaissais sous le nom Dupont & Fils, une petite société de logistique fière et honnête, celle de mon père. Tu es venu avec ton rachat hostile. Tu nous as traités d'inefficaces. Tu as absorbé la société. Tu l'as détruit. Il est mort d'une crise cardiaque 6 mois après ruiné brisé. Elle tremblait, mais la rage l'emportait. J'ai pris le nom de jeune fille de ma mère. J'ai postulé comme intérimaire dans ta nouvelle grande entreprise brillante, et tu m'as embauché. Tu as embauché la fille de l'homme que tu as détruit, et tu m'as placé à ta droite pendant 20 ans. Je t'ai observé, je t'ai aidé, et je t'ai dépouillé morceau par morceau. Gabin était un idiot. Je l'utilisais pour faire fuiter des broutilles, te faire croire que c'était lui. Pendant que moi, la loyale Lorraine, je siphonnais les vraies données. Trident. Trident devait être le coup fatal. Elle se redressa haletante, défiant encore. Delmas la regarda pas en colère. Non. Pire, déçu. Tu as fait tout ça pour te venger. Je l'ai fait pour mon père. Mon rachat était légal, dit Delmas d'une voix plate. L'entreprise de ton père était en faillite. J'ai sauvé les retraites de ses employés. Tu n'as rien sauvé. Delmas hocha lentement la tête. Tu as raison sur une chose. Il se tourna vers Rose. J'ai regardé à travers elle. Je n'ai vu que ce que je voulais voir, une bonne assistante. Puis il fixa de nouveau Lorraine. Mais toi aussi, tu as fait une erreur. Tu as regardé Rose Bernier, et tu n'as vu qu'une serveuse. Il fit signe aux agents de sécurité. Elle est à vous. Les gardes saisirent Lorraine. Elle planta ses yeux dans ceux de Rose. Ce n'était pas de la colère. C'était du venin pur. Toi, siffla-t-elle, tu n'es personne. Il se retournera contre toi aussi. Rose ne cligna même pas. Je ne suis pas personne, répondit-elle doucement. Je suis celle qui a vérifié les chiffres. Lorraine Dupont fut escortée hors de la salle, hors du bâtiment, puis remise aux agents de la BRDE, brigade de répression de la délinquance économique, qui l'attendaient dans le hall. Le règne des Dupont était terminé. Un silence si dense qu'il en devenait palpable envahit la salle du conseil. L'air chargé quelques instants plus tôt, des hurlements de Lorraine s'étaient figés lourds, presque sacrés. Les cadres, les esprits les plus acérés, les plus impitoyables de la ville regardaient en Rose. Pas simplement la regardaient, ils la réévaluaient. Ils voyaient désormais la femme entrer 7 jours plus tôt, comme une ombre en tailleur bon marché, objet de leur commérage et de leur sourire condescendant. Ils voyaient désormais une tueuse de géants. Elle n'avait pas gravi les échelons. Elle s'était matérialisée au sommet. Leurs expressions autrefois, un mélange de curiosité, pitié, voire mépris, c'était de figer en un même masque, un respect calculé, nerveux, presque craintif. Un nouveau pouvoir venait d'être consacré et ils en étaient tous témoins. Alexandre Delmas, resté debout comme une statue durant l'expulsion de Lorraine, laissa enfin échapper un long souffle rauque. Il marcha lentement jusqu'au bout de la table, ses gestes lourds. Il s'éclaircit la gorge, un son minuscule, mais qui résonna dans la vaste salle. « Bien, dit-il d'une voix grave. Comme je le disais, Trident est lancé. Les subventions sont verrouillées. Je veux de nouvelles projections intégrant l'effondrement des actifs Dupont sur mon bureau avant ce soir. »
Il balaya la pièce du regard, un regard glacial qui défiait quiconque d'être distrait. Réunion levée. Ce fut comme un coup de pistolet de départ. Les chaises raclèrent, les classeurs claquèrent. Les dirigeants filèrent en silence, un murmure pressé de « Oui, monsieur Delmas » traînant dans leur sillage. Ils évitaient soigneusement Rose, leurs yeux glissant sur elle, puis fuyant aussitôt, comme si elle était une force de la nature imprévisible, qu'ils ne savaient pas encore comment apprivoiser. En moins d'une minute, la salle fut vide. Il ne restait que Rose et Delmas. Le silence qui tomba alors était différent, non pas tendu, mais épuisé. Delmas resta immobile un long moment. Puis il s'affaissa dans son grand fauteuil, un geste qui sembla lui coûter toute son énergie. Pour la première fois depuis que Rose l'avait rencontré, il n'avait pas l'air d'un titan milliardaire, mais d'un homme, un homme vieux, usé, vidé. Il se frotta le visage, ses mains rêches glissant contre sa peau. 22 ans, murmura-t-il d'une voix creuse, parlant à la table vide. 22 ans. Elle apportait des cadeaux à mes enfants pour leurs anniversaires. Elle connaissait ma femme. Elle... Nom de Dieu! L'aveu de vulnérabilité flotta dans l'air fragile, presque tabou. Rose resta debout maladroitement, son adrénaline retombant, laissant place à une empathie brute tremblante. Elle était serveuse. Elle avait l'habitude de voir les gens au pire d'eux-mêmes, de ramasser les morceaux qu'ils laissaient derrière eux. Mais ceci, c'était le plus gros désordre de tous. « Je suis désolée, monsieur », dit-elle, sa voix douce mais claire dans l'immense salle. « Désolée pour votre perte. » Delmas baissa ses mains et la regarda. Ses yeux étaient cerclés de rouge, mais elle vit l'acier revenir petit à petit. « Ne soyez pas désolé, » dit-il, sa voix retrouvant son autorité. « Vous... » Il s'éclaircit la gorge. « Vous avez fait votre travail. Vous avez fait exactement ce pourquoi je vous ai engagé. Et vous l'avez fait mieux que quiconque avant vous. » Il se leva, revint vers elle et s'arrêta à quelques pas, l'observant non plus comme une employée, mais comme un phénomène. « Ce titre de consultante spéciale, dit-il, ça ne va pas. » Le ventre de Rose se noua. Une peur froide, familière remonta. L'avait-elle dépassé une limite? Était-ce le moment où il la remercierait, lui donnerait un chèque, puis la renverrait à l'ombre, monsieur? C'est trop vague. Trop faible, continua Delmas, écartant d'un geste son inquiétude. Et je ne peux plus vous laisser travailler hors de mon bureau. Lorraine m'a prouvé que j'ai besoin de quelqu'un en qui avoir confiance à l'intérieur de mes murs. À l'intérieur de ma tête. Il fit un pas de plus. Elle m'a montré que la loyauté ne vaut rien. Seule compte la compétence. Vous ne voyez pas seulement les chiffres berniers. Vous voyez les gens derrière. Vous voyez le mensonge. Je restructure toute mon équipe de direction. Je me débarrasse de tous ceux qui étaient loyaux et je les remplace par des gens intelligents. Et ça commence au sommet. Il la fixa, ses yeux tranchants, évaluateur presque solennel. Le poste de directrice de cabinet du Delmas Group est vacant. C'est celui qui gère mon agenda, mon équipe exécutive, et qui valide toutes les données stratégiques avant qu'elles n'arrivent sur mon bureau. C'est le gardien du seuil. Le dernier pare-feu. Et c'est très bien payé. Il ne posait pas une question. C'était un fait. Une consécration. Le poste est à vous, Madame Bernier, si vous le voulez. L'esprit de Rose se mit à tourner, non pas dans un élan triomphal, mais comme un montage de cinéma, un tourbillon de souvenirs violents, l'odeur de graisse chaude et de café rassis. La douleur dans ses pieds si profonde qu'elle semblait ancrée dans ses os. Les clients qui claquaient à des doigts pour la plaie, les enveloppes rouges, dernier avis, alignées sur son comptoir. Le visage pâle de sa mère, endormie entourée de médicaments qu'elle n'arrivait pas à payer. Elle était entrée dans ce café ce mardi matin-là, déjà en train de se noyer une ombre sans espoir.
Et maintenant, on lui offrait tout. Le basculement était si brutal que sa tête en tournait. Elle pensa au dernier mot venimeux de Lorraine. « Tu n'es personne. » Rose leva les yeux vers Delmas, la serveuse et le milliardaire. Et pour la première fois, ils étaient à égalité. « Je le veux, dit-elle. » Sa voix ne trembla pas. Un mince sourire froid étira les lèvres de Delmas. « Parfait. » Il se tourna redevenant entièrement homme d'affaires. « Ne vous installez pas trop. Nous venons de ruiner notre principal concurrent. » 6 mois plus tard, la femme qui traversa le hall du Delmas Group n'était plus Rose la rose serveuse. C'était Madame Bernier, et le sol en marbre semblait s'apaiser sous le claquement net et autoritaire de ses talons en cuir. Ses baskets à 15 € étaient un souvenir lointain, tout comme l'uniforme en polyester qui sentait perpétuellement l'oignon frit. Aujourd'hui, elle portait un tailleur anthracite, taillé si parfaitement qu'il ressemblait à une pièce d'architecture. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère élégant. Elle tenait un fin porte-document en cuir. Les gens ne se contentaient pas de s'écarter. Ils s'ouvraient devant elle. Les analystes et jeunes cadres murmuraient « Bonjour, Madame Bernier ». Elle n'était plus l'exception. Elle était la norme. Elle prit l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Tout le niveau avait été réaménagé. L'ancien bureau de Lorraine Le Nid de la Vipère avait été arraché physiquement. À sa place, une réception moderne épurée, tenue par 2 assistantes habilitées sécurité qui répondaient directement à Rose. Son propre bureau se trouvait juste devant celui de Delmas, un poste de commandement vitré offrant la 2e plus belle vue de tout l'immeuble. Et à l'intérieur, Rose avait veillé à un autre changement essentiel. Sa mère Mary était maintenant installée dans une chambre baignée de soleil, dans la meilleure clinique privée du pays, riant avec un kinésithérapeute. Toutes ces factures, passées, présentes, futures, n'étaient plus qu'un souvenir. Rose s'assit à son bureau. À côté d'un écran holographique affichant les marchés mondiaux en temps réel, se trouvait un petit cadre simple, digne d'un musée. Derrière un verre anti-UV reposait une serviette en papier grasse, tachée de café AC, cible mid-cap, revenu annuel 5,2, dette totale 0,80. Le napperon qui avait tout déclenché. La porte s'ouvrit. Alexandre Delmas entra. Il ne frappait jamais. Bernier grogna-t-il en tenant une tablette. « Je regarde les résultats trimestriels de la nouvelle division logistique. Les chiffres sont trop bons. » Rose pivota ses doigts déjà en train d'ouvrir les données brutes. « Ils ne le sont pas, monsieur, » dit-elle la voix nette. « Les marges sont élevées parce qu'on a absorbé tous les anciens contrats de fret des Dupont pour presque rien après leur liquidation. C'est un gain exceptionnel. » Si vous regardez l'annexe C, j'ai déjà normalisé les prévisions pour les T3 et T4. On est sur une croissance solide de 8%, pas un miracle de 40%. Delmas grogna en examinant l'écran. Bien, très bien. Ses yeux dérivèrent vers le cadre. Vous gardez ça pour vous rappeler d'où vous venez. Rose esquissa un sourire discret. Non, monsieur, répondit-elle. Je le garde pour vous rappeler de toujours revérifier vos calculs. Pour la première fois, Alexandre Delmas laissa échapper un petit rire rauque. Touché. Venez. Ils marchèrent ensemble vers son bureau, 2 prédateurs avançant d'un même pas. Il mendit Rose déjà en train d'ouvrir un dossier. J'ai vérifié les rapports de collatéralisation croisés qu'il n'a pas envoyés. Il utilise le même lot d'actifs pour garantir 3 tranches de prêts différentes. C'est un château de cartes. Et comment savez-vous ça? Demanda Delmas. Les serveuses savent quand un client essaie de payer un festin avec un portefeuille vide, répondit-elle. Il utilise seulement des mots plus compliqués. Et je peux le prouver. L'histoire de Rose Bernier prouve qu'un esprit affûté n'a pas toujours le diplôme le plus prestigieux. Parfois, c'est la personne que l'on ignore.
La serveuse, la caissière, l'agent d'entretien. Ce sont elles qui voient tout. Rose était invisible jusqu'au jour où elle a choisi de parler. Elle a tout risqué pour une équation. Et ce faisant, elle n'a pas seulement obtenu un emploi. Elle a dévoilé une trahison vieille de 20 ans et sauvé un empire entier. Cela prouve une chose, il ne faut jamais sous-estimer la personne qui vous sert votre café.